Nous aurons un deuxième moment où là, nous aurons l'occasion plutôt d'envisager la question des enjeux qui se posent dans ces pays avec une approche euro-maghrébine. Jusque 17h, où normalement on pourra clore, sauf si vraiment ça déborde un peu. Première et deuxième table ronde, nous aurons la possibilité aussi bien sûr d'avoir un débat, après la déclaration et ce que nous auront dit nos intervenants, que vous présentera Jean-Paul Besset. Nous aurons bien sûr un moment de débat. Voilà, alors merci d'être là. Pour ma part, je m'appelle Malika Belarabatou, je suis députée au Parlement européen, membre de la délégation Maghreb au Parlement européen. C'est un peu pour ça que je m'intéresse plus particulièrement à ces pays-là. La question du gaz de schiste, c'est une question qui se pose dans tous les pays, mais je crois qu'au Maghreb, nous sommes en plein moment où des décisions sont en train d'être prises. On vous expliquera ça de manière plus précise, mais au Maghreb, il y a un problème de stress hydrique. La question de l'eau est tellement importante, c'est pour ça que je souhaitais faire ce débat avec ce focus sur le Maghreb. Donc la technique qui est utilisée pour le gaz de schiste, c'est ce qu'on appelle la fraction hydraulique. Alors il y a des spécialistes qui vous en parleront de manière plus précise, mais c'est cette technologie qui pose problème avec un problème pour la gestion concernant l'eau, concernant la pollution de l'eau et des nappes phréatiques. Plusieurs questions qui se posent. C'est cette technologie qui nous pose problème. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, au niveau des différents pays, ce sont les États-Unis qui ont pris en charge et qui ont développé l'exploration avec cette technologie de fraction hydraulique. Et c'est le pays qui en a le plus développé sur ces territoires cette technologie. La Chine, l'Australie et la Russie s'intéressent fortement à cette technologie, mais pour l'instant, ce n'est pas encore forcément développé. En ce qui concerne l'Europe, donc parmi les pays qui ont un intérêt qui a été manifesté, l'Allemagne a manifesté son intérêt, l'Autriche, la Bulgarie, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni. Et en fait, le seul qui possède des forages d'exploitation, c'est le Royaume-Uni, qui a d'ores et déjà commencé à faire des forages. En France, comme vous le savez peut-être, en fait, il y a eu un lobbying assez important, mais le gouvernement a suspendu la délivrance des permis, et donc pour l'instant, l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en France, pour l'instant, est interdite. Je dis bien en France, pour l'instant, on ne sait pas ce que donnera l'avenir, puisque comme vous le savez peut-être, on peut quand même dire qu'il y a un lobbying des grands groupes qui possèdent cette technologie qui est intense, vraiment intense, auprès des gouvernements, auprès des élus, et ce lobbying a parfois des résultats malheureusement. La Bulgarie a imposé également un moratoire, comme la France, même un peu moins, c'est un moratoire aussi, et le pays qui a le plus développé l'exploitation du gaz de schiste, c'est la Pologne. En Pologne, vous avez un tiers du territoire national, y compris les parcs nationaux, qui font l'objet de sites d'exploitation du gaz de schiste. Et alors, ce qui s'est passé, c'est intéressant, puisque fin 2012, certaines sociétés comme ExxonMobil 4 a décidé de quitter la Pologne, parce que après une première série de forages exploratoires, elle a découvert que en fait, ces forages étaient infructueux. Et cette société ExxonMobil 4, société américaine spécialisée dans les forages de gaz de schiste, elle a estimé que ça n'était pas rentable. Elle a décidé de quitter et de ne plus pas continuer cet investissement dans les forages de gaz de schiste en Pologne. L'autorisation actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, en fait, vous avez des forages exploratoires. Pour l'instant, on est encore à l'exploration sur tout le long de la côte du Lancashire, dans le nord-ouest du Royaume-Uni. Pour ce qui concerne le Parlement européen, si on remonte un peu au niveau européen, le Parlement européen
a eu l'occasion de voter 2 lois, ce qui est assez rare. En général, pour une même question, il y a un seul rapport et un seul vote. En fait, là, il y a eu 2 résolutions, 2 rapports. Un dans la commission économique, parce que bien sûr l'énergie est une question économique, et un rapport dans la commission environnement, envie. Le premier rapport en école a fait l'objet d'un vote en faveur du gaz de schiste. Alors que dans le rapport de la commission envie, là d'un seul coup, ça fait le son. En fait, dans le rapport envie, il y a eu un avis favorable avec un certain nombre d'inquiétudes et c'était l'occasion de souligner certaines inquiétudes, mais au global, il y a quand même 2 avis qui sont en faveur du gaz de schiste, que ce soit en école ou en envie, sachant qu'en envie, ça a été avec le fait de souligner un certain nombre d'inquiétudes quand même, quelques réserves. Donc ce que je vous propose, c'est donner la parole à Jean-Paul Bessel, qui va animer et modérer la première table ronde sur la question du gaz de schiste dans les pays du Maghreb. Voilà. Donc à moi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Moi je suis là dans un rôle donc dit de modérateur. Quoique je pense quelques mal sur le fond que je pense des gaz de schiste, de leur exploitation présente et future, je vais essayer de faire en sorte que ce débat soit le plus fructueux possible et reste dans un cadre d'échange entre nous. Donc mon rôle va être de faire circuler la parole en s'efforçant à ce qu'elle soit équitable entre les différents points de vue qui peuvent s'exprimer ici. Alors, nous allons avoir un premier débat jusqu'à 15h30, je crois. C'est ça? Jusqu'à 15h30. Je serai de ce point de vue-là très intransigeant sur les temps de parole et sur le temps. Et nous allons avoir un premier débat qui va nous permettre d'identifier ce dont on parle. Autant bien savoir de quoi il s'agit, c'est l'état des lieux. C'est l'état des lieux. Donc je vous propose, aussi bien à nos intervenants qu'à vous dans les questions dans la salle, de ne pas mélanger les choses pour que ça reste assez clair. Dans un premier temps, on discute, on s'informe, on donne des informations, le maximum d'informations sur ce qui est en jeu aujourd'hui à l'échelle de la production, de l'exploitation des gaz de schiste ou de leur recherche, et en particulier dans les pays du Maghreb. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième table ronde, le débat pourra s'approfondir sur le fond, sur le pourquoi, avec des approches qui peuvent être évidemment différentes. Alors, donc, ne confondons pas, s'il vous plaît, les deux débats. Auto-limitons-nous dans le premier débat à cette identification de la question. Je vais vous présenter rapidement nos 3 intervenants. À ma gauche, ceci étant dit sans aucune connotation politique particulière, c'est purement géographique, Monsieur Mehdi Sikri, excusez-moi, je ne possède pas bien l'arabe, je ne le possède même pas du tout. Monsieur Sikri est journaliste en Algérie, et par ailleurs, il est membre du collectif national pour les libertés citoyennes en Algérie. À ma droite, Monsieur Mohamed Balkouti, je prononce bien? Très bien. Qui lui est tunisien, ici. Pardon? Les deux. Franco-tunisien. Eh bien, bienvenue parmi les citoyens du monde. Et Monsieur Balkouti est ingénieur en génie industriel, comme ça qu'on dit, et business manager. Hein, voilà. Il vous expliquera, si nécessaire, ce que ça signifie. Et enfin, nous avons un troisième intervenant qui, lui, est marocain, Monsieur Mohamed Benata,
qui lui a un long pédigré, qu'est-ce que j'en ai fait, qui d'abord et avant tout est ingénieur agronome, donc il sait ce que c'est que la terre, et voilà, et par ailleurs qui est président de l'espace de solidarité et de coopération au développement, voilà, membre fondateur et coordinateur de l'écolo-plateforme du Maroc du Nord, et membre du groupe de travail sur la politique de voisinage coordonnée par le WWF, politique de voisinage européenne. Voilà. Voilà donc les trois intervenants, qui chacun dans un espace de 10 minutes, un quart d'heure à un quart d'heure. Allez, capable déjà à froncer le nez. Un quart d'heure chacun, peut-être un petit peu plus longtemps s'il y a des interventions techniques qui prennent du temps, vont vous donner leur regard, leur appréciation, leur analyse de l'état des lieux, de là où on en est. En tant qu'ancien journaliste, j'ai envie de commencer par mon confrère. Sinon, débuter, c'est pas obligatoirement le plus simple, mais peut-être que vous avez une vision en tant que journaliste plus globale. Là, nous avons beaucoup plus des expertises pointues. Donc, je commence par vous donner la parole, et puis on glissera naturellement sur nos deux autres intervenants. Monsieur Bistré, à vous. Bonjour tout le monde. Donc, l'état des lieux concernant la problématique de l'exploitation de gaz du schiste en Algérie. Donc, l'exploitation de gaz du schiste en Algérie est officiellement autorisée. Le chef de l'État a promulgué la loi 0705 qui a été amendée récemment et qui a été publiée au journal officiel le 24 février 2013. Cette loi, qui a été votée en première fois en 2005, a été soumise pour révision aux députés de l'actuelle législature, mandatés pour siéger à l'Assemblée populaire nationale de 2012 à 2017. Alors, le projet d'amendement propose l'introduction de plusieurs articles, entre autres ceux relatifs à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, pétrole et gaz de schiste. Le motif des exposés du projet d'amendement stipule dans son article 6 l'introduction de nouvelles dispositions spécifiques à la prise en charge de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Ça veut dire que le terme schiste n'a pas été utilisé. Dans la suite, l'article 11 du même motif d'exposé stipule l'introduction de mesures fiscales incitatives pour encourager les activités relatives aux hydrocarbures non conventionnels, aux petits gisements, aux gisements situés dans les zones très faiblement explorées, notamment l'offshore, aux gisements à géologie complexe et aux manquants d'attractivité. Dans le projet, l'article 35 accorde à une entreprise, qu'elle soit nationale, qui est entre autres son attrape, ou une entreprise étrangère, un délai de 40 ans dans le cadre de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels gazeux. Voilà, en ce qui concerne le gaz de schiste. Ça veut dire que c'est une entreprise étrangère peut exploiter le gaz de schiste pour une période de 40 ans. Voilà. Mais dans la même loi, rien n'est précis concernant la procédure de résiliation d'un contrat. Ça veut dire que si l'Algérie veut résilier un contrat avec un partenaire étranger, on ne définit pas cette procédure. Alors le texte a été discuté à l'Assemblée populaire nationale, l'APN, le 21 janvier 2013. Le 24 juillet suivant, la majorité des députés ont approuvé. Seuls les députés du Front des forces socialistes FFS, qui est un parti d'opposition depuis 1963, l'ont rejeté. D'ailleurs, ils ont quitté la salle pour démontrer leur protestation face à ce projet. Et ces derniers s'opposent à l'exploitation du gaz de schiste et vont bientôt organiser un débat national sur la politique énergétique du pays. Alors, il faut remonter à l'année 2011 pour constater que l'idée d'exploitation de gaz de schiste commençait à prendre forme, et ce à partir de New York, aux États-Unis, lors d'un déplacement du ministre de l'Énergie et des Mines, qui a affirmé que l'Algérie détient de grands gisements de gaz de schiste, même plus importants que ceux des États-Unis. Le PDG de Sonatrach, le 7 juin 2012, et à partir de la Malaisie à Kuala Lumpur, donne des chiffres fracassants sur des études qui, selon lui, sont déjà terminées, alors que l'opinion publique croyait qu'on venait juste de débuter un forage de reconnaissance. Elle annonce dans le même contexte qu'une superficie de 180 000 km² a révélé un potentiel énorme de gaz de schiste, dépassant plus de 600 millions de mètres cubes par kilomètre carré, ce qui signifie que plus de 2 milliards de mètres cubes peuvent être récupérés.
Donc la question qui se pose, c'est que comment il est arrivé à 2000 milliards de mètres cubes pour arriver à telle précision. Ces études ont bien commencé depuis bien longtemps, comme me l'a affirmé Dr Messat, qui est expert en hydrocarbures et conseiller auprès du PNUD. Donc voilà, justement, c'est dans l'entretien que j'ai réalisé avec lui, il m'indique que les travaux d'exploration en Algérie ont déjà commencé au sud de Ain Saleh. D'ailleurs, c'était un entretien qui a été réalisé il y a 3 mois et c'était une révélation. Ces contrats ont été signés avec 3 compagnies. Alors, on a INI, Royal Dutch Shell et Talisman Energy. Dans le même contexte, il m'affirme que les négociations se poursuivent actuellement avec ExxonMobil. Ce qui a été rendu public, c'est que l'entreprise Repsol a entrepris des travaux de prospection dans le bassin de l'Anet 1 et l'Anet 2. Les études préliminaires ont été effectuées par Schlumberger. Voilà. Dans le même entretien, Dr Messad, que je salue d'ailleurs, indique, que je salue parce que c'est l'un des rares qui s'oppose à l'exploitation du gaz schiste, mais avec des arguments faibles. Voilà. Et c'est l'un des rares experts qui a le courage de dénoncer ce projet destructeur. Indique que qu'opter pour l'exploitation de gaz du schiste est un choix qui va fragiliser le pays et remettre en cause sa souveraineté sur une partie de son territoire pour avoir plié juridiquement devant les exigences du multinational. Et va susciter un mécontentement grandissant des populations locales pour avoir été spoliées d'une eau si nécessaire pour leur vie et qui aurait tant servi à développer une agriculture, une activité touristique au Sahara. Alors, ce qui a caractérisé la problématique du gaz du schiste, c'est son traitement dans l'opacité la plus totale. Alors, ce projet a été décidé à la limite du secret. Aucun débat national n'a eu lieu et le collège des experts et des spécialistes n'a pas été consulté et n'a pas été invité pour présenter des avis, des rapports et des recommandations. D'ailleurs, la commission des affaires économiques de l'APN, l'Assemblée algérienne, s'est contentée de la consultation de 6 personnes. C'est-à-dire il y a eu 3 responsables pétroliers, 2 universitaires et un économiste. Voilà. Je suppose que l'avenir énergétique d'un pays ne doit pas se discuter avec 6 personnes seulement, mais je dirais qu'avec au moins tous les experts que connaît la nation algérienne. Alors, en outre, la problématique de l'exploitation de gaz du schiste n'a pas été débattue, comme je le disais, au préalable dans la sphère publique. Les citoyens algériens n'ont pas eu connaissance de ce projet. À titre d'exemple, je dirais que uniquement 2 émissions télévisées ont été organisées sur Canal Algérie, une chaîne qui n'est pas très suivie localement, et seule une partie de la presse écrite a pu rapporter les voix de ceux qui dénoncent les risques de l'exploitation de gaz du schiste. Maintenant, l'exploitation de gaz du schiste est juridiquement autorisée. Maintenant, sur le terrain, pour la mobilisation, je pense que malgré cette promulgation de la loi autorisant cette énergie, les Algériens pourront toujours contraindre les pouvoirs publics à abandonner le projet. Car si le texte juridique autorise de point de vue logistique, il faudrait en Algérie encore de 5 à 6 ans. C'est l'avis d'un ami, d'un collègue, Farhat Aït, qui est analyste financier. Pour lui, il n'est pas sûr que l'Algérie commence à exploiter le gaz du schiste du jour au lendemain. Il faudrait au moins cette période de 5 à 6 ans. Alors, moi je le vois, donc il ne faut pas perdre espoir. Nous continuerons à vulgariser, sensibiliser, et je pense que la mobilisation se fera étape par étape. Il faudrait souligner un caractère que je dirais typiquement local, c'est que par expérience, il faut bien expliquer les choses aux Algériens parce que tant qu'il n'y a pas de clarté, tant qu'il n'y a pas de transparence, ils ne vous suivront pas. Très bien. Alors, tous ceux qui sont contre l'exploitation de gaz du schiste sont malheureusement, voilà, justement, sont malheureusement traités de manipulés par l'étranger, comme quoi ils répondent à des intérêts internationaux. D'ailleurs, moi je vous le dis, hein, c'est le Parti des travailleurs qui se dit trotskiste, qui pour l'exploitation de gaz du schiste et qui traite les opposants à ce projet de manipuler. Je me demande en quoi ils sont trotskistes, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, d'autant plus que seules les multinationales auront un grand intérêt à exploiter le gaz du schiste. Alors, des arguments, voilà, c'est des arguments d'un autre âge, lorsqu'on sait que, voilà, que seules les multinationales sont les bénéficiaires de cette exploitation, et seuls les barons
des réseaux occultes peuvent se partager. Moi, j'ai rien à me reprocher, vous savez, moi j'ai jamais été au maquin intégriste, j'ai jamais volé des milliards des banques. Moi, j'ai pas ce complexe. Voilà. Moi, je suis un nationaliste, je suis un Algérien, je dis les choses telles qu'elles sont, ici en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Voilà. Donc, mon complice, il me dit que tu es activé par l'armée de l'étranger, en fait, c'est toi qui es activé par l'armée de l'étranger. Voilà. Donc, les promoteurs du gaz du schiste, d'ailleurs, il y a par exemple hier, il y a un khabar qui donne une info première. L'un des promoteurs du gaz du schiste en Algérie a été, son cabinet et son domicile ont été perquisitionnés par le DRS pour une histoire de corruption. Voilà. Moi, j'ai pas de preuves, j'ai pas de documents pour vous dire, mais moi, je suis sûr et certain, et j'assume ce que je dis, que ceux qui font la promotion du gaz du schiste en Algérie ont été payés pour le faire. Voilà. Ils ont été payés peut-être à plus de 200 000 $ juste pour promouvoir cette énergie. C'est pas normal quand il s'agit de souveraineté de tout un pays, 1,5 million de martyrs sont morts pour ce pays. C'est pas normal qu'on vienne défendre ce projet destructeur et qui met la souveraineté du pays en péril. Désolé pour, je suis un peu émotif. Hein. Super. Donc, excuse-moi, mais est-ce que tu peux préciser qui est le DRS? Parce que Al-Khabar, oui, désolé. Al-Khabar, c'est un journal arabophone qui tire à 500 000 exemplaires, et le DRS, c'est le département des renseignements de sécurité. Voilà. Alors, et qui ont perquisitionné le cabinet, le domicile d'un promoteur du projet de gaz de schiste. Voilà. Bon, je ne vais pas attarder, il me reste 2 paragraphes. Alors, au-delà de la problématique de l'exploitation de gaz de schiste, c'est toute la stratégie nationale dans le domaine de l'énergie qui est à revoir. Alors, pour cela, et ce qui est bien dommage, c'est que le Conseil national de l'énergie, d'ailleurs, si on lit les textes de fonctionnement de ce Conseil, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il est en hibernation depuis 15 ans. Voilà. Pourquoi ne pas réactiver le Conseil national de l'énergie pour discuter de sujets aussi sensibles que ça? Voilà. En même temps, s'il faut le réactiver, il faut l'élargir, élargir sa composante au département de la santé, de l'environnement, des ressources hydriques, de l'aménagement de territoire, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture. Voilà, ce sont de simples propositions. En plus de l'organisation d'un débat national sur la stratégie énergétique. Nous, nous n'avons pas la prétention de contrer ce projet sans la consultation des experts. Au contraire, nous voulons que les experts et les spécialistes s'opposent à ce projet, ou ceux qui ne s'opposent pas donnent leur avis. C'est-à-dire que nous invitons les experts à se manifester. Il faut s'opposer, c'est-à-dire il faut être un contre-pouvoir. Voilà. Le débat national sur la stratégie énergétique. Alors, l'objectif sera d'évaluer les politiques suivies jusqu'à là, depuis 1962, et d'élaborer une stratégie globale et des perspectives, pas pour 2013 ou 2014, mais voilà, jusqu'en 2030, 2040. Voilà, c'est le débat des experts, bien sûr. Ce débat, nous, au sein du CNLC, on a eu une simple proposition. Ce débat serait sanctionné par un livre blanc. Alors, je termine. Alors, nous n'avons nul besoin d'exploiter le gaz du schiste. Nous ne voulons pas compromettre le devenir des générations d'Algériens qui nous succéderont. Nous devons reprendre le contrôle de l'économie, imposer la prise en compte des besoins réels et des nuisances indésirables. La gestion des affaires de l'État, parce qu'en fait, nous devons récupérer l'État algérien. La gestion des affaires de l'État doit aller dans le sens d'une approche plus démocratique, du moins plus pragmatique. La représentation des citoyens et leur rôle actif dans le processus décisionnel deviennent alors des questions cruciales. Les libertés citoyennes doivent prendre forme concrètement. C'est un long combat qu'il faut mener pour arrêter cette tentative d'exploiter le gaz du schiste. Et je termine. Moi, je vais continuer à m'opposer à ce projet destructeur. Et moi, je dis à ceux qui nous traitent de manipuler de la méthodologie, moi, je leur dis que je suis plus algérien que vous. Voilà, je suis plus honnête que vous. C'est vous qui êtes les traîtres de la nation. Merci. Merci, monsieur. Et bravo d'avoir tenu dans le temps. Et je retiens quand même ce que vous me dites, au-delà de votre engagement. Vous pourrez réintervenir dans la deuxième table ronde sur les propositions que vous faites de mobilisation. Mais je retiens quand même une chose que je ne savais pas, c'est que désormais,
si je vous entends bien, l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en Algérie est possible, est légale, est officielle, depuis très peu de temps. Hein, depuis l'Assemblée nationale Voilà, ah bon, en plus. Les contrats sont signés. Les premiers contrats d'exploration. Oui, ça a été une révélation de Dr Bensal. Donc tout ça s'est passé dans la plus grande opacité, oui, évidemment, comme s'il s'agissait d'une petite chose ou d'une opération secrète, alors que c'est l'avenir énergétique. Les grands choix de société sont en cours. Je note également que dans les propagandistes de cette exploitation des gaz de schiste, ils n'hésitent pas je crois qu'on le retrouve partout, dans l'outrance de présenter les gaz de schiste comme le nouvel Eldorado. C'est les nouveaux champs pétrolifères. Hein, c'est la nouvelle frontière de l'énergie à travers le monde. Donc tout ça est très précieux à entendre. On va voir ce qu'il en est du côté... alors, qu'est-ce qu'il en est du Maroc? On va voir ça avec M. Benatta quand il va y arriver. Monsieur Benatta, dites-nous ce qu'il en est du côté du Maroc. Merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord profiter de ces 15 minutes pour remercier Madame la députée Malika Benarabatou pour cette initiative très louable et pour la gentillesse de m'avoir invité parmi ce panel. Et je remercie aussi mes amis Mehdi et Mohamed pour m'avoir facilité la tâche parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup d'informations que j'allais utiliser dans mon exposé. Je voudrais aussi profiter de ma présence en Tunisie pour présenter mes condoléances à la famille de Belaïd, de notre famille Choukri Belaïd, à la famille et au peuple tunisien. Je voudrais aussi lire un petit message que mon ami professeur Kassem Moussa m'a recommandé pour les participants. Il est très long, je vais choisir quelques paragraphes pour qu'ils soient présents avec nous. Il est du collectif et nous sommes tous donc en train de nous réseauter parce que c'est une affaire maintenant qui concerne tout le monde. Si on se laisse faire, eh bien, ça y est, on est cuit. Ils sont là, ils sont avec leur colonel, avec leur stratège, avec leur avocat, et c'est une agression très forte qui est là. Et si on s'endort, eh bien ça y est, c'est cuit, on va couler. Donc voilà, c'est la contribution du collectif euro-maghrébin pour le Forum social mondial à Tunis. Un bilan exhaustif de la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je dois saluer tous les participants en leur souhaitant plein succès à tous les travaux qui comptent bien entamer lors de ce forum si intéressant dont nous aurions bien souhaité prendre part afin de coordonner nos actions au niveau maghrébin et européen parce que notre collectif croit à cette démarche et l'encourage même. Je regrette sincèrement de ne pas avoir pu y participer pour contretemps. Je dois dire que dans le collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste, nous ne sommes contre aucune personne qui lutte et qui s'insurge contre la fracturation hydraulique. C'est clair, on doit unir nos forces. Comme tout un chacun le sait, notre lutte ayant débuté au mois de juin 2012, quand le gouvernement algérien venait d'annoncer l'exploration de 2 forages à Anet 1 et Anet 2, comme l'a signalé notre ami Mehdi, dans le bassin Élysée, bien sûr, pas loin de Radamès. Cette réaction ayant commencé avec une pétition qui a retenti à travers tout le bassin méditerranéen et qui a regroupé presque 800 signatures, ce qui a poussé cette chaîne de radio et de télévision à prendre contact avec nous en vue d'éclaircir la situation. Bien après, le journaliste Mohamed Fakir du journal Le Soir d'Algérie me proposa de rédiger un article pour appeler les Algériens à prendre conscience des dangers de ce type d'extraction de gaz de schiste, lui-même ayant rédigé après un article et une pétition d'une centaine de signatures, celle-ci ayant abouti à une lettre ouverte au Premier ministre algérien, lui demandant d'arrêter de penser à recourir à ce type d'activité. Nos confrères tunisiens ayant pris le pas avec mes amis Mohamed Berouti et Ali Hadi en vue d'éclaircir l'opinion publique tunisienne sur ce problème, tout en encourageant, tout en dénonçant les éventuels contrats avec les sociétés comme Shell et autres chargées de l'exploitation de ce gaz. Ensuite, nos confrères marocains entamèrent la même démarche avec notre ami Benatta, qui est moi-même. Notre ami Benatta en dénonçant
les tractations en coulisses effectuées par leur gouvernement avec les mêmes multinationales qui ont foré en Algérie et en Tunisie, leur société mère étant à Liberton. Nous tenons à signaler que la première conférence dénonçant l'exploitation du gaz de schiste était animée par nos soins à Alger le 3 novembre 2012, organisée par le Comité national des libertés citoyennes. Nous avons créé le collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste, Semagaz, qui a pris en charge après toutes les activités rentrant dans ce cadre, y compris l'animation des conférences comme celle de Rabat le 24 novembre 2012, d'Oujda le 8 décembre 2012, d'Oran le 21 décembre 2012 et tout dernièrement celle de Tizouzou le 11 mars 2013. En plus des conférences, nous avions rédigé plusieurs articles dans les organes les plus lourds, comme le Watan, le quotidien d'Oran, le Soir d'Algérie, et même dans certains journaux français. Nous avons monté des vidéos sur YouTube, accordé des entretiens avec les journaux, les radios, les chaînes, comme ça a été le cas avec la chaîne TV Al-Hassan, à propos de l'adoption de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Nos actions ne sont pas limitées aux articles de conférences, mais aussi par des prises de contact en vue d'une coordination avec plusieurs formations politiques qui ont des députés au sein du Parlement en vue de tenter de bloquer l'adoption de cette loi scélérate. Certains partis étaient en accord avec la position du collectif par rapport à cette question et n'ont pas suivi le vote de l'APN de cette loi. Avant de terminer, je ne dois pas oublier la campagne de dénonciation par les associations et ONG françaises de l'accord algéro-français en matière de réalisation des essais de fracturation dans notre Sahara, et tout cela a été rendu possible grâce à notre communiqué dans lequel nous avons dénoncé cette politique française qui consiste à ne pas explorer le gaz de schiste en France, mais à le faire ailleurs. D'où le fameux slogan « Non au gaz de schiste, ni ici ni ailleurs », développé par des trentaines d'associations et collectifs et ONG en France pour se solidariser avec le mouvement algérien qui lutte avec abnégation contre tout le corps à l'exploitation du gaz ou pétrole de schiste. La fidélité, le sérieux dans la prise en charge des causes justes sont les vrais indices des vrais militants. Que vive la lutte anti-gaz de schiste ici et ailleurs. Que vive la solidarité euro-maghrébine en matière de lutte pour les causes justes. Que vive le Forum social mondial de Tunis et que la lutte continue. Au nom du collectif euro-maghrébin anti-gaz de schiste Semagaz, Dr Moussa Kassem. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benatar. Oui. Juste un mot. Le rôle qu'a joué ce collectif est très important. Moi-même, j'ai signé la pétition et c'est comme ça que j'ai été alertée sur cette question, en disant il y a une urgence, il y a un problème. Kassem Moussa, je le connais bien, j'ai eu l'occasion de l'inviter au Parlement européen. Je lui ai proposé de venir aujourd'hui parce que pour moi c'était une personne légitime pour parler de la question de l'Algérie. Malheureusement, il n'était pas disponible, il avait d'autres engagements. Voilà, je tiens à préciser. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Avant d'entamer mon exposé, vous avez un petit dépliant que je félicite celui qui l'a conçu, mais tout ce que j'allais vous dire, il est dans ce petit papier. Il est vraiment très très important. Il vaut mieux que ça soit dit deux fois, souvent, pour que ça rentre bien dans les têtes. Voilà, je remercie les trois intervenants qui ont été très... Ah, mais il n'est pas encore intervenu. Il n'est pas encore intervenu. Ah, ça va être délicat là. Ah oui. Non, monsieur, non. Il a lu la lettre de Moussa, c'est tout. C'est bon essentiel. Je ne peux pas priver la salle de la parole après. Avec 15 minutes, monsieur le Président. Oui, vous avez déjà quasiment écouté, vous avez 2-3 minutes. C'est un peu débordé. C'est pas grave. De toute manière, la tâche m'a été facilitée par mes amis Mehdi et Mohamed Balrouti. Tape sur le verre. Bon voilà, mesdames et messieurs, le plan de mon intervention. Dans la première partie, je vais rappeler un petit peu la facturation hydraulique et pour le pourquoi, j'ai dit pourquoi les écologistes et la population sont contre. Tunisien, avec monsieur Balgouti. Vous avez un quart d'heure, pareil. Merci.
Ah, oui, ça marche. Merci beaucoup d'être à toutes et à tous d'être venus nous écouter. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mohamed Malbouti. J'habite en France, à Grenoble. Je suis consultant en intelligence économique et en stratégie. Donc, j'interviens auprès de groupes, auprès de différentes parties sur des questions d'intelligence économique. Par rapport à la question tunisienne, donc, je me suis engagé très tôt sur la question économique du pays et j'ai publié plusieurs articles qui concernent la souveraineté, donc, pour rejoindre notre ami Mehdi, parce que tout l'enjeu est une question de souveraineté. Il y a 5 points qui garantissent la souveraineté d'un pays. C'est l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance énergétique, la maîtrise des finances, donc comment contrôler notre monnaie et faire une politique monétaire en accord avec nos politiques et notre vision de construction pour le pays pour les 50 prochaines années. Maîtriser également notre industrie, avoir une armée de défense nationale, et le socle de tout ça, c'est une éducation qui est en corrélation qui est capable d'absorber, qui est une corrélation entre le monde industriel et le monde de l'éducation. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette révolution en Tunisie. Parce qu'il n'y avait pas de corrélation. On avait des diplômés qui sortaient, des bac plus 4, des bac plus 5, des docteurs, des ingénieurs, et en phase 2, le marché du travail qu'on leur proposait était de la sous-traitance, donc du centre d'appel téléphonique, du textile, des choses comme ça. Et automatiquement, tant que nos pays n'auront pas résolu cette hérésie, il y aura des révolutions, obligatoirement. Donc ce qui s'est passé en Tunisie risque, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, d'avoir des répercussions en Algérie et au Maroc, qui ont les mêmes problématiques par rapport à la sous-traitance. Donc ça, c'est juste un petit aperçu d'intelligence économique. Par rapport à l'histoire du gaz de schiste. Donc, j'ai eu le privilège ou le triste honneur, en fait, de dénoncer cette histoire-là le 11 septembre 2012. C'est moi qui ai parlé de ça, suite aux réactions du ministère de l'Industrie qui avait dit qu'il avait signé avec Shell pour de l'exploration et de l'exploitation et de la production dans le bassin de Kairouan. Donc c'était un projet de 150 millions de dollars et apparemment tout était signé. Et personnellement, j'avais averti plusieurs membres du gouvernement depuis des mois par rapport à ça, que ce projet-là était un danger à la fois écologique, économique et souverain, pour différentes raisons que je vais vous exposer ici. La communication de Shell a dit qu'ils allaient développer, en fait, exploiter des hydrocarbures suivant une nouvelle méthode. Ils n'avaient pas dit que c'était pour du gaz ou pour du pétrole ou pour quoi que ce soit. Donc exploiter des hydrocarbures par de nouvelles méthodes, en fait, c'est de ce qu'ils appellent la fracturation hydraulique. Même ce mot est un mot qui a été créé par les compagnies pétrolières pour minimiser. Ce n'est pas de la fracturation hydraulique, c'est de la fracturation hydrochimique. Que les choses soient bien claires. Donc cette fracturation hydrochimique, elle consiste en quoi? C'est des injections massives d'eau avec des composants chimiques, des biocides, et pour couronner le tout, de la silice broyée très finement comme de la farine, et qui est mélangée à tout ça. Pourquoi faire? Quand il y a l'injection, alors je vais aller là-bas, je vais perdre le micro, mais je vais aller là-bas pour illustrer tout ça. Non mais je pense la salle est... Tout le monde m'entend. Donc... Alors voilà comment ça se passe. Pas un baladeur. Il la mettre juste il y a un baladeur, il y a un traducteur. Donc, ça c'est la Terre. Il y a des êtres humains, il y a des... Voilà. Il y en a encore. Alors, pour l'instant, on profite. Donc ça c'est les puits. C'est là. Ça c'est le puits. Enfin c'est le forage.
Donc il traverse tout ça. Et ça c'est le shale. Donc on appelle ça du schiste. Mais les schistes, c'est pas vraiment du schiste. Le schiste, ça peut être une roche comme de l'ardoise, ça peut être plusieurs choses. En fait, ce sont des roches où les hydrocarbures sont coincés. Et elles ont différentes caractéristiques. Donc ça peut être des grès, ça peut être plein de choses. Alors, les techniques de forage conventionnelles, qu'est-ce que c'est? Les techniques de forage conventionnelles, c'est on fore verticalement et on va pomper soit ici du gaz, soit ici du pétrole. Oui, mais quand c'est de l'eau, on pompe pas ensemble. Moi, je parle de la pompe. Donc, je parle en charge des hydrocarbures et de l'eau, effectivement. Ça, c'est pour... ok. Donc, absolument. Donc, on pompe du gaz ou du pétrole. Ça, c'est conventionnel. Conventionnel, ça veut dire que les hydrocarbures ont migré ici de la roche-mère. Ils ont passé plusieurs couches de roches et une fois que donc il y a eu ce sont des roches qui sont perméables et qui ont permis la migration de ces hydrocarbures là. La méthode donc d'extraction c'est conventionnel quand ça s'arrête là. Ensuite la méthode non conventionnelle qu'est-ce que c'est? C'est aller soit ici, soit ici, soit ici. Ici donc ça c'est la roche-mère, c'est le schiste. En fait, c'est ce qui fabrique les hydrocarbures. Ici, il y a une première étape de migration. Ici, une deuxième étape de migration, alors d'hydrocarbures, gaz ou pétrole. Et ici, on arrive sur une sorte de... une roche couverte qui n'est pas perméable. C'est cette roche-là. Cette roche-là, quand elle n'est pas perméable, les hydrocarbures restent ici. Et quelquefois, il y a des petites déformations ici, et il y a une perméabilité qui permet, quand on fore ici, de prendre les hydrocarbures conventionnellement. Le projet des hydrocarbures non conventionnels, c'est de faire le forage horizontal et ensuite un forage vertical. Forage vertical et ensuite un forage horizontal. Alors, les profondeurs, ça dépend de... La profondeur, c'est où il y a le schiste. Donc ça peut aller jusqu'à 5000 mètres. Même d'autres endroits, ça peut aller dans d'autres pays, ça va jusqu'à 6000, 7000 mètres. Et sachant qu'ici, à chaque fois qu'on descend, il y a des gradients de température et de pression qui font que c'est beaucoup plus difficile à chaque fois. Donc, on va prendre un autre. Dans la fracturation, qu'est-ce que c'est? Donc ici, on injecte de l'eau avec des biocides et du sable. Le sable, il va servir à quoi? Donc, l'eau injectée avec les produits chimiques, elle va faire... Ensuite, ici, on fait des fracturations. On fait des fracturations. Et le sable qui est injecté, comme il y a énormément de pression à cette distance-là, il va permettre en fait de rentrer et d'empêcher la pore de se refermer. Et donc, ces hydrocarbures sont coincés dans les pores. Nous, notre problème, ce n'est pas le gaz de schiste ou le pétrole de schiste. Qu'on soit bien clair, ce sont des hydrocarbures, tout ce qu'il y a de plus normal. Le problème, c'est dans la technique d'extraction de ces hydrocarbures. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que quand il y a ces opérations de fracturation, nous, on a des nappes phréatiques et on a également des nappes qu'on appelle ici la nappe albienne, c'est la nappe du continental intercalaire. Et je vais passer, ça c'est extrêmement important. Les enjeux sont là. Donc, on va dire, je ne sais pas moi, ça les géologues me corrigeront, mais la nappe phréatique, elle varie d'une distance de, par exemple, je ne sais pas, 50 à 250 mètres. Donc ça c'est notre nappe phréatique qui se renouvelle, etc. Et la nappe du continental intercalaire, elle est quelque part ici. Cette nappe-là, c'est une nappe d'eau fossile. Elle a mis 3 millions d'années pour se former. Cette nappe-là, c'est le patrimoine de l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique du Nord, mais c'est le patrimoine complet de l'Afrique. Elle contient à peu près 31 000 milliards de mètres cubes. Donc, et moi j'ai lu un document algérien qui disait que cette nappe-là pouvait assurer la vie des Africains pour les 2000 prochaines années. Donc, les enjeux sont là. Nos pays ne sont pas seulement en stress hydrique.
nous sommes en pénurie d'eau. Le stress hydrique, il est défini à partir, je crois, de entre 1200 mètres cubes et 500 mètres cubes. Et quand on est en dessous, on est en pénurie. Nous sommes en pénurie d'eau. Donc, notre seul espoir, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait trouvé des techniques de dessalement d'eau, d'eau de mer ou de choses comme ça, c'est d'utiliser cette nappe-là du continental intercalaire. Nos 3 pays du Maghreb sont séparés par des frontières, mais géologiquement, c'est pareil, c'est les mêmes ressources. Donc, ces ressources-là convergent en Tunisie, du continental intercalaire. Donc, selon un document du CNRS, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, mais alors, je dessine très mal, hein. Donc, ça c'est le Maroc, ça c'est l'Algérie, et ça c'est la Tunisie. Bon. Il y a tout un bassin ici. Si, il y a une partie, parce que ça vient de l'Atlas. Voilà, mais ça... Ah oui. Et, voilà, et donc, c'est cette eau-là qui risque d'être compromise. Donc la communication des compagnies pétrolières, qu'est-ce qu'elles font? Et là, ils sont dans une vraie stratégie de guerre, des compagnies pétrolières. Merci. Ils ont identifié les risques. Donc je vais revenir là. Ils ont identifié les risques méthodiquement. Et les risques, quels qu'ils sont. Vous m'entendez sans micro? Oui, oui. Non, mais c'est pour les traducteurs. Il faut pour les traducteurs. Oui. Bon. Allô? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ok. Non. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, les 3 pays concernés et les stratégies, voilà, et les stratégies des compagnies pétrolières en termes de communication. Alors, voilà, c'est ça. Donc, déjà, je vais vous montrer sur quoi ça se joue. Quel est l'objectif des compagnies pétrolières? Donc, eux, ils se concentrent sur cette aire-là. Ah oui, pardon. Donc, ils se concentrent sur cette aire-là, du Silurian. C'est cette aire-là qui contient les gaz de schiste. C'est ici. Et le Silurian, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, la Syrie et l'Irak. Donc, parce qu'avant, le pays... Et donc, le potentiel qui a été identifié, principal sur lequel ils veulent travailler, c'est ici au Maghreb. La loi qui est passée en France, M. François Hollande, donc le président de la République, a dit interdiction, exploration, exploitation par fracturation hydraulique. Ce qu'ensuite tout le monde s'est félicité, et M. Fabius a dit qu'il fallait respecter le principe de précaution, mais qu'on allait expérimenter 2 nouvelles techniques en Algérie et dans les pays du Maghreb, donc texto. Donc voilà. Hein, oui. Hein, donc voilà, donc il a dit ça. Alors voilà, nous on a un dicton en tunisien qui dit donc en traduction, ça veut dire on apprend la coiffure sur la tête des orphelins. Oui. Donc est-ce que nous sommes orphelins? C'est ça la vraie question. Donc ces gens-là veulent expérimenter, en fait ils ne veulent même pas expérimenter, ils veulent pomper, tout simplement. L'expérimentation pour une nouvelle technique, par exemple par vacuum ou par une autre technique, c'est peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Et dans la communication ici d'Ali Burton, ainsi que dans les différents forums qui ont eu lieu à Vienne il y a quelques mois, ou en Algérie, ou en Tunisie à Hammamet, etc., l'exploitation des gaz de schiste est programmée jusqu'en 2038. C'est assez précis, hein, 2038. Donc,
Tout ça, ça a été pensé depuis les années 90. On a les données. Donc, je vais vous montrer la répartition. Je vais vous montrer donc la répartition. Oui, mais ça va aller vite. C'est juste pour expliquer les risques. Alors, comment on fait là? Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Petremel. Donc, cette compagnie Petremel, elle a élaboré un rapport sur le potentiel de gaz de schiste en Afrique du Nord. Oui, en avril 2010, elle a exposé ce rapport, mais il a été exposé bien avant. Ça, c'est le rapport public. Hein? Donc, le rapport privé a été exposé bien avant. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, ce sont les pays où il y a des potentiels de gaz de schiste. Les pays en vert, c'est où c'est exploité. Les pays en orange, c'est ceux qui vont bientôt être exploités si on les laisse faire. Et ici, tout ce qui est en blanc, il n'y a rien. Les compagnies pétrolières aujourd'hui, elles ont investi énormément en recherche et développement pour améliorer les techniques de fracking. Pour les améliorer, c'est-à-dire pour améliorer le ROI, le retour sur investissement, pour pomper le maximum. Donc c'est ça dans lequel elles ont investi. Autant les compagnies pétrolières que leurs sous-traitants, comme Schlumberger, comme Baker Hughes, etc. Et aujourd'hui, il y a la spéculation sur le gaz de schiste aux États-Unis qui va bientôt il y a une bulle financière qui va bientôt exploser. Voilà. Et donc c'est une course contre la montre pour eux. C'est une course contre la montre. Si aujourd'hui, nous, on fait un moratoire de 5 ou 10 ans, c'est une catastrophe pour eux. Donc c'est pas pour nous, hein, pour nous dire on veut vous aider à connaître vos réserves de gaz. C'est pas ça. C'est pour sauver leur compagnie. Et je vais vous montrer donc depuis quand ça date. Alors, voilà, c'est ça. Donc vous voyez ici, en 1997, donc il y a un rapport qui est sorti qui montre déjà le potentiel gazier au niveau mondial. Et donc vous voyez qu'ici, un bon quart, c'est l'Afrique du Nord, au niveau mondial. Donc quand aujourd'hui on dit on essaye de savoir qu'est-ce qu'on a comme potentiel, c'est pas vrai. On sait déjà tout. Maintenant les législations, on profite. Pourquoi ils axent tout ça sur le Maghreb et surtout en Tunisie et même en Algérie? En Algérie, il y a eu un événement qui a précipité des prises de décision, c'est l'événement terroriste qu'il y a eu à Il Amenas. Mais en Tunisie, la pression n'est pas relâchée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de cadre législatif qui instaure le principe de précaution. Les enjeux, comme je viens de vous l'expliquer, c'est l'eau et la nourriture. Nos besoins en nourriture, nous importons, par exemple pour la Tunisie, 60% de nos besoins en céréales. Pour l'Algérie, c'est 75%. Pour la Libye, c'est 100%. Pour le Maroc, c'est 39%. Donc, nous avons perdu notre capacité d'autosuffisance alimentaire. La guerre qui va se jouer, qui se joue actuellement, c'est la guerre de l'eau et la guerre de la faim. Donc, le choix est simple. Soit on prend beaucoup de gaz et on est content et on ne mange pas, soit on mange et on attend, binairement. Et nos pays du Maghreb sont des pays dont la terre est riche, elle est fertile. Nous avons du phosphate, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons de l'eau ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut assurer pour 2000 ans de consommation pour les Africains, pas que nous, hein, c'est toute l'Afrique. Et cette eau-là, elle risque d'être compromise définitivement, parce qu'ici, il y a toujours des séismes, il y a toujours des choses comme ça, et les migrations, il y a des migrations qui se font de cette eau contenant des biocides et contenant des produits chimiques dont, par exemple, qui peuvent rendre stériles, qui font la dégénérescence du système nerveux. Et ces produits-là, ils sont listés dans l'excellent rapport du docteur André Picot. Donc le docteur André Picot, c'est un écotoxicologue international qui a publié ce rapport et qui décrit méthodiquement tous les risques
qui se retrouvent dans ces eaux-là. Donc, nous sommes en Pini-Rideau. Ces compagnies-là utilisent l'eau douce. Quand elles disent qu'elles veulent utiliser l'eau salée, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Elles utilisent l'eau douce. La seule eau douce qu'ils peuvent trouver, c'est l'eau douce qui est du patrimoine nord-africain. Et ensuite, au niveau des types de contrats, et là je finirai par là, parce qu'après on aura un autre débat, voilà comment se passe quand ils nous disent que ça va rapporter de l'argent aux populations. Alors c'est très simple. Donc dans le contrat, vous avez ce qu'on appelle le cost oil ou cost gaz, et ensuite vous avez le profit oil. Comment ça marche pour les compagnies? Donc les compagnies qui sont partenaires, elles disent nous on investit, on met 150 millions de dollars, on récupère nos 150 millions de dollars en hydrocarbures. Une fois qu'on a récupéré ce qu'on a dépensé, on partage. Donc le partage, c'est 50% 50 ou 80-20 ou des choses comme ça. C'est des contrats qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Donc, hop. C'est pas, voilà. Eh bien, ça, c'est le cost oil, qui est complètement récupéré en 3 ans. Donc, les compagnies, parce que le pic de production, il va très vite au début. Donc, ils vont récupérer à peu près 80% du puits. 80, on va même dire 90, mais disons qu'ils récupèrent 80%, et le reste, les 20% qui restent, il va se partager à moitié, entre 50% pour l'État et 50% pour la compagnie pétrolière. Et tout ce qui est risque sur l'environnement, tout ce qui est risque sur l'environnement, tout ce qui est sismique, tout ça, c'est pour le pays, c'est pas pour la compagnie. Donc voilà, et je vais, pour finir, vraiment finir, vous montrer le cynisme. Donc la compagnie Shell, qui voulait investir ses 150 millions de dollars pour un projet à 10 milliards de dollars, donc au début ils avaient dit que c'était pour creuser 4 puits. Les gaz de schiste, c'est pas 4 puits, c'est des centaines de puits. C'est des centaines de puits. Ils viennent pour faire des centaines de puits. Juste auparavant, pour travailler la population, elle a créé une sorte de fondation et s'est déplacée dans les écoles pour sensibiliser les petits enfants aux dangers des routes et des automobiles. Ok? Donc elle a fait ça pendant 4 mois, elle a fait le tour d'environ 1 millier d'écoles, ils ont eu des beaux cartables, Shell, entreprise citoyenne, voilà. Donc j'ai dit Shell, mais ça pouvait être X ou Y. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est très, très pédagogique. Hein, et vous avez bien mis le doigt sur la fracturation que vous appelez hydrochimique, à juste titre, hydrochimie, et la bombe d'avenir que ça signifie. Je voulais juste vous demander une précision, parce que vous n'avez pas eu le temps de tout dire, par rapport à la Tunisie elle-même. Vous avez évoqué la région de Kérouan comme zone d'exploration. Est-ce que les choses vont démarrer? Qu'est-ce qu'il en est exactement en Tunisie? Allô? Qu'est-ce qu'il en est exactement en Tunisie? Eh bien, en Tunisie, ça a démarré déjà en 2010. Il y a une société qui s'appelle Perenco, qui, entre guillemets, voilà, donc en 2010, elle a opéré sur un site qui s'appelle le site de Chat El Freinig. Chat El Freinig, il est situé dans la région de Gbeli, dans la région des Chat El Gérid. Et la région des Chat El Gérid, en surface, ce sont des salines, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais c'est là où convergent toutes les eaux du continental intercalaire, donc le fameux 30 000 milliards de mètres cubes, ils convergent dans la région des Chats. La question qu'il faut se poser, c'est d'où est venue l'eau pour la fracturation? Et est-ce qu'il y a eu une analyse des sols? Est-ce qu'il y a eu une analyse de l'air? Est-ce qu'il y a eu toutes ces choses-là? On ne sait pas. Il y a également à Bir Tartar,
on fait de la fracturation hydrochimique. Donc, moi je ne veux pas parler de schiste, je veux parler d'hydrocarbures non conventionnels. Les hydrocarbures, donc l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels, au jour d'aujourd'hui, utilisent la fracturation hydrochimique. Même, et le danger également au niveau des communications, c'est quand on vous dit la phase de production n'a pas commencé, c'est juste une phase d'exploration. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Il y a 3 phases dans le pétrole et dans le gaz. On fait d'abord une phase de prospection. La phase de prospection, c'est faire de la télédétection satellite, envoyer des camions pour faire des sondages sismiques, donc envoyer des signaux pour avoir une cartographie en 3 dimensions de ce qu'il y a sous le sol. Ça, c'est la phase de prospection. Ensuite, il y a la phase d'exploration. Et la phase d'exploration, c'est le schéma que je vous ai montré, c'est un vrai forage. Hein? C'est un vrai forage avec de vraies techniques. Donc la phase de prospection, on fore verticalement, horizontalement, injection, fracturation, et ensuite en fonction du retour d'analyse, suivant le taux d'hydrocarbures qu'on peut récupérer, que ce soit en gaz ou en pétrole, la compagnie décide de basculer vers la production. Si c'est rentable, ou si c'est pas rentable, elle ne bascule pas vers la production, elle s'arrête. Mais l'opération de fracturation, elle est là. Elle est déjà faite. Donc c'est foutu. Donc ces compagnies-là jouent sur les mots. Tous leurs services de communication et de marketing, ce sont des vétérans de l'armée, des vétérans de l'armée, des armées de différents pays, que ce soit des colonels, que ce soit des anciens généraux. Donc ces gens-là ne rigolent pas. Et ils ne veulent pas forcément notre bien. Aujourd'hui, le moyen pour lutter contre ça... M. Bagouti. Oui, merci. Pardon, vraiment terminé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous allez intervenir. En tout cas, j'en conclus pour ma part que en Tunisie aussi, le coup est parti. En Tunisie aussi, comme en Algérie, le processus est engagé.